Et voilà, mesdames, messieurs, bienvenue à vous, à votre magazine Femmes en Or. C'est une émission qui donne comme ça la parole à toutes les femmes. Attention à toutes les femmes au grand F, les femmes qui servent des modèles aux autres femmes, des femmes qui laissent les traces sur les sables, dit-on. Au fil des âges, deviennent de référence pour l'humanité. Mesdames, messieurs, merci pour votre fidélité. Alors, nous allons recevoir pour vous aujourd'hui une grande dame. Il s'agit de Madame Onia Katakou. Elle est une femme à multiples facettes. Madame, bienvenue. Merci, maman Nacha Kitete. Vous êtes une femme au grand F, hein, c'est ça? Bon, comme vous l'avez dit, je suis une femme leader. J'aimerais bien vous présenter, mais je ne sais pas par où commencer. Qui est Madame Onia Katakou? Merci beaucoup, Madame Nacha. Onia Katakou Yasmine est médecin de l'État congolais au programme national de lutte contre les monkeypox. Okay. Les monkeypox, c'est la variole des singes. Et les fièvres hémorragiques virales, notamment Ebola, les diarrhées sanguinolentes, tout cela font partie des fièvres hémorragiques. Madame Onia est également médecin responsable au centre médical Boboto qui se trouve dans la commune de Kalamou, précisément dans les quartiers Matungé 2. Madame Onia est entrepreneur social. Okay. Madame Onia se retrouve un peu partout dans la politique. Okay. Voilà. J'ai oublié, je suis mère de famille aussi, mariée. Oui, je suis mère de famille. Un modèle à suivre, c'est ça? Bien sûr, madame. Vous êtes porte-parole adjointe au sein d'un grand parti politique de ces pays. Oui, le front de Pierre Kangoudia. L'honorable Pierre Kangoudia Mbaye. Okay. Ça fait longtemps que vous êtes dans la politique? Ben, nous avons commencé à l'époque, c'était à l'Union pour la nation congolaise de l'honorable Kaméré. Okay. Et aujourd'hui, nous œuvrons avec l'honorable Pierre Kangoudia Mbaye. Mais j'ai toujours tendance à vous poser cette question. Qu'est-ce qui vous a motivé à faire la politique? Qu'est-ce qui m'a motivé à faire la politique? Bon, nous avons des modèles. Hein. Okay. Nous avons des modèles, nous avons des femmes que nous voyons qui excellent dans la société. Et on s'est dit, pourquoi pas devenir comme cette dame. Voilà un peu. Madame Onia avait une autre vision de la femme, ou bien de notre nation. Elle s'est dit en elle-même, je dois faire la politique pour que ma voix soit entendue, c'est ça? Oui, c'est parce que c'est dans la politique que se prennent les grandes décisions. Je peux rester chez moi en train de dire, il faut faire telle histoire et tout. C'est dans la politique qu'on vote les lois. Donc c'est dans la politique qu'on peut aider notre population à trouver des solutions face aux difficultés qu'elle rencontre. Mais ce qui est étonnant, c'est que la voix de cette femme en politique n'est pas entendue. Une fois, j'ai entendu des hommes dire, excusez-moi entre guillemets, Anissé, excusez-moi en tout cas, j'ai entendu des hommes dire, il y avait des femmes qui revendiquaient à l'époque la primature. Hein. Il fallait qu'on nomme une femme à la primature. Et il y avait des gens qui ont dit, ce sont des femmes qui revendiquent. Il faut laisser. Est-ce que la voix de la femme est entendue? Bon, le problème, c'est d'abord la femme elle-même. La femme ne veut pas oser, la femme ne veut pas prendre les risques. Si nous revenons en 2018, quand vous regardez les listes des femmes qui se sont présentées aux élections déjà, elles étaient au nombre de combien? Et aujourd'hui, nous avons combien de femmes qui nous représentent au Parlement et au Sénat? La femme ne veut pas prendre des risques. Mais il y a quand même l'évolution. Aujourd'hui, je suis contente parce que je vois qu'il y a des femmes qui se sont levées maintenant, les femmes qui ont pris conscience que c'est dans la politique qu'on prend que se prennent les grandes décisions. Elles se sont levées, elles se mobilisent à gauche et à droite pour que celles qui sont fatiguées essaient un peu de les rejoindre dans leur combat. Mais est-ce qu'au sein de partis politiques, vous êtes du moins bien traité? C'est ça le problème. Parce qu'on dit que la femme est étouffée souvent au sein de partis politiques. Elle va être étouffée pourquoi? C'est par les hommes, non? S'il faut donner des postes, secrétaires, assistantes, tout ça, mais femme leader, femme présidente d'un parti politique, femme comme vous portez pas. Quelle magie vous avez fait pour devenir porte-parole du On n'a pas fait des magies. Okay. À travers notre CV, le président national a vu que cette dame pouvait assurer les fonctions de porte-parole adjointe. Okay. Donc, il faut éviter les complexes. Quand on est complexé, on a tout le temps peur et tout, on ne sait pas affronter les choses. Et l'homme, lorsqu'il verra, qu'il va constater que cette dame a tout le temps peur, elle ne veut pas oser. Il va venir te piétiner comme vous le dites.
Donc, ce qui manque à la femme, c'est le courage. Le courage, oui. On dit que l'homme travaille avec la tête et la femme travaille avec le cœur, c'est ça? Oui, la femme travaille avec le cœur. Ok. Il y a quand même un changement puisque aujourd'hui, le FCDP comptait sur Madame Onia Katako pour représenter les partis politiques, pour donner faire des déclarations au nom du parti. Vous êtes à la hauteur? Oui, je suis à la hauteur. Vous n'avez pas peur de la concurrence? Peur de quoi? Des hommes? Non, j'ai accepté mon travail, je dois le faire en toute honnêteté. Je ne dois pas être hypocrite ou me cacher à gauche et à droite. Les jours où l'honorable Pierre Kangoudia verra que Madame Onia, je trouve qu'elle ne peut plus occuper ces postes-là, il va m'envoyer travailler dans un autre département. Une femme qui doit se démarquer, qu'est-ce qu'elle peut faire pour se démarquer, sortir de la féminité, abandonner ce qu'on appelle la féminité, ou bien qu'est-ce qu'elle doit changer de peau, devenir comme un homme, travailler comme un homme? Pourquoi devenir comme un homme? Oui, pour se démarquer alors. Dieu t'a créé femme. Ok. À travers, tu es femme, tu dois t'assumer de ta féminité. Okay. Tu dois essayer de développer l'essence d'agir comme une femme et tout. Ça ne sert à rien de copier un homme, de se dire, eh bien voilà, je suis femme, je vais essayer de me comporter comme un homme pour que les gens puissent me respecter. Tu dois te faire respecter d'abord toi-même, étant donné que tu es femme. Donc ça ne sert à rien de changer de peau ou d'essayer de devenir comme un homme. Tu dois faire les choses selon que ton cœur te demande de les faire et selon ta connaissance et selon ce que tu as eu à apprendre à faire dans la société. Ok. Alors, mesdames et messieurs, vous avez compris, ça c'est la voix d'une femme politique. Elle se démarque parce qu'elle est porte-parole adjointe au sein du parti FCD, parti cher à Pierre Kangoudia. C'est une femme compétente, c'est ça, une femme en or. Alors, elle s'est surpassée. Elle fait son travail avec son cœur, c'est-à-dire elle se défend très bien. Elle met de côté la féminité parce que ce qui étouffe la femme, c'est que quand tu es dans des postes décisionnels, maman, et puis tu ne sais pas prendre la décision. Or, pour les hommes, ce n'est pas comme ça. On met les sentiments à côté. C'est ça le problème, madame. Non, mais lorsqu'on est dans une société, on est dans une entreprise, on est devant notre travail. Nous devons d'abord respecter notre job description. Okay. Il n'est pas question des mamans ou des tantines et tout. On est là pour faire notre travail. Et nous devons les faire en toute responsabilité pour donner le meilleur de nous et avoir des bons résultats. Alors, vous êtes initiatrice du projet Kalamunabiso. Donc, pour ne pas dire présidente, parce que nous aimons beaucoup de de l'ASBL Kalamunabiso. C'est quoi Kalamunabiso? En fait, Kalamunabiso est une association que nous avons créée à l'époque. C'était en 2017, étant donné que nous sommes un enfant de Kalamu. Face à la situation de nos frères et sœurs, face aux cris que nous avons entendus, que nos frères et sœurs de Kalamu avaient lancés à l'époque et tout, nous nous sommes dit, bon, nous sommes un enfant de Kalamu, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer un peu d'y répondre aux besoins et aux demandes de cette population. Et voilà pourquoi nous avons mis en place l'ASBL Kalamunabiso. Et ça existe depuis quand? Depuis 2017. 2017, ça fait plus de 3 ans, 4 ans déjà, oui. Ok. Alors, puisque vous êtes enfant de Kalamu, vous avez pensé à la population de Kalamu, c'est ça. Mais j'aimerais savoir, qu'est-ce que vous faites de concret? Comme je me suis présentée au départ, que Madame Yasmine est médecin de l'État congolais. Face au cri, je me suis dit que je ne vais pas aller à gauche ni à droite. Je dois plutôt me baser sur ce que moi j'ai appris à l'école. Je suis médecin, je dois me lancer sur ce qui est sanitaire. C'est ça ma priorité. La priorité des priorités, c'était ça. Et nous avons eu à créer, nous avons mis en place un programme que nous avons appelé la rentrée scolaire en bonne santé. En bonne santé, ok, très bien. Ce programme consiste à prendre en charge tous les enfants. C'est un programme pilote que nous avons lancé à Kalamu. À prendre en charge les élèves de Kalamu. C'est-à-dire, avant la rentrée scolaire, nous organisons une série de check-up. Les enfants viennent, ils sont examinés par les médecins du centre médical Boboto. On fait un bilan avant la rentrée, de telle sorte que quand l'enfant va reprendre le chemin de l'école, les parents savent que bon, notre enfant est en bonne santé et tout.
Et nous nous sommes dit, vu que les enfants passent la plupart des temps à l'école, il peut y avoir un problème qui survient et tout. Et en ces moments-là, les parents peuvent être au travail, ils sont loin, ils ne savent pas arriver sur place pour agir directement. Et nous mettons à notre disposition des petits carnets pour ces enfants-là. Nous demandons les antécédents de tous les enfants, les notions d'allergie, peut-être qu'il y a un enfant qui est drépanocytaire, la connaissance, on fait les examens des groupes sanguins, les notions d'asthme. Quand le problème va arriver, on sait que tel enfant est allergique à tel produit, on ne sait pas lui donner ces produits-là. On sait que tel enfant a un problème de sang. S'il y a diminution du sang et qu'on connaît les groupes sanguins de l'enfant, on peut intervenir directement. Donc ça nous permet d'être toujours en contact avec les parents d'élèves pour les suivre par rapport à leur état de santé. Vous savez, Madame Onia, quand vous êtes en train de parler, j'ai clignoté les yeux deux fois pour me dire en moi-même, est-ce que ces projets que vous parlez là, nous sommes seulement en RDC ou bien c'est à l'étranger? Parce que moi, je n'ai jamais vu ça en tout cas. Check-up avant la rentrée. Normalement, dans un pays normal organisé, ça devait se faire. L'État devait mettre à la disposition de la population pour que cela soit faisable. Oui. Ok, bon, en RDC, mais pourquoi vous ne faites pas la sensibilisation, quitter un peu Kalamou pour atteindre toutes les 24 communes de la capitale? On ne peut pas les faire du coup parce que Kalamou Nabiso, Kalamou c'est d'abord le projet pilote. Ça demande des moyens, ça demande beaucoup de choses et tout. Il faudrait bien commencer quelque part pour voir comment est-ce que le projet va évoluer. Si nous voyons qu'il y a des bons résultats, et qu'il y a des gens qui se présentent pour nous accompagner dans notre projet, ça pourra s'étendre dans toute la République. Parce que ces projets, à travers ces projets et tout, il y a la vision du chef de l'État qui est là. Faire la promotion dans le domaine de la santé. Vous voyez. Donc la santé, c'est aussi une priorité pour le chef de l'État. Priorité des priorités, c'est constitutionnel. Nous sommes dans une crise sanitaire. C'est constitutionnel avant? Oui, c'est constitutionnel. Et c'est quel l'article 47 de la Constitution stipule que tous les citoyens de la République démocratique du Congo ont droit aux soins de santé. Les citoyens, mais vous parlez des enfants. Oui, nous basons plus sur les enfants parce que ce sont des enfants qui sont... plus exposés. Vulnérables et tout. Ils sont vulnérables et comme je vous ai expliqué, le travail s'est fait avec les écoles et tout. Donc les enfants passent leur temps à l'école. Nous aimerions vraiment suivre ces enfants-là et bien nous occuper d'eux. Vous avez déjà conquis combien d'écoles? À Kalamou, nous avons travaillé à Yolo avec l'école laïque. Nous avons travaillé avec l'école Armée du Salut. Nous avons travaillé Armée du Salut à Matongé, Bereshit, dans les quartiers Kimbangu 3. Et les résultats? Nous avons des bons résultats parce qu'il y a des parents qui envoient quand même les enfants. Mais c'est moyennant quelque chose ou bien c'est gratuit? Oui, parce que ça doit quand même nous permettre d'acheter les réactifs et puis quelques médicaments que nous devons... Est-ce que cela est bien compris par les parents d'élèves? Parce que s'il faut demander même un petit droit là, non, donne pas, c'est trop. Est-ce que les gens comprennent facilement? Vous, vous avez des ateliers, des séminaires pour sensibiliser ces gens-là? D'aller parler avec les parents, nous adressons des lettres aux différentes écoles que nous ciblons. Lors de la rentrée scolaire, on nous invite à la première réunion avec les parents. C'est au fait avec les parents d'élèves que nous échangeons. Ils posent des questions, nous répondons et tout. Ils posent leurs conditions, nous répondons. Il y a des parents qui répondent favorablement. Mais il y a certains qui restent toujours réticents. Mais est-ce que c'est vraiment un grand projet, madame, permettez-moi de le dire, c'est un grand projet. Pourquoi vous ne demandez pas les soutiens au gouvernement pour qu'il puisse vous aider quand même? Parce que vous dites que c'est soutenu par la Constitution, tout citoyen a droit à quoi? Aux soins de santé. Gratuitement. Hein? Mais vous êtes médecin sans ignorer. C'est pas ce qui se passe ici. Il y a des gens qui meurent là parce qu'ils n'ont pas d'argent. C'est l'organisation, madame. Si les choses sont bien organisées dans les pays, je crois que nous allons régler ces problèmes. Mais est-ce que vous avez quand même osé faire peut-être une demande au gouvernement ou bien à votre ministère des tutelles pour demander le soutien? Nous avons introduit un document à l'UNICEF, comme il s'agit des enfants et tout.
Ben, jusque-là, on ne nous a pas encore répondu. Bon, on ne va pas baisser les bras parce que c'est un projet que nous prenons à cœur et tout. Okay. Oui. Mais quand même, s'il y a des gens qui vous suivent, ils sont convaincus que c'est un bon projet que Mme Ounia. Oui, il y a des gens qui nous suivent, il y a des ONG qui nous accompagnent. Oui. Il y a des ONG qui nous accompagnent, qui nous font don des produits. Okay. C'est à partir de ces ONG-là que nous fonctionnons. Il y a aussi des individus. Donc, vous n'êtes pas seul, vous êtes soutenu, vous avez des partenaires. Bon, les individus et quelques ONG qui croient en notre projet, ils nous approchent et ils nous donnent quelque chose pour nous accompagner. Ok, vous êtes une femme brave, une femme en or, c'est ça. Alors, vous avez quand même osé. Alors, quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Les difficultés... Oui, dans ces projets, il y a quand même, il n'y a pas seulement des roses, il y a aussi des épines. Il y a quand même des difficultés que vous rencontrez sur votre parcours là. Oui, bien sûr, je vous ai dit. Lorsque nous communiquons avec les parents, il y a certains qui sont réticents et tout. La logistique, ça demande aussi beaucoup d'argent et tout. Voilà, ce sont les difficultés. Ça demande de l'argent, ça demande des moyens. Ça demande des moyens. Oui. Ça demande des moyens parce que quand on fait passer les examens aux enfants, nous avons des matériels bien sûr et s'il n'y a pas des réactifs, nous allons faire comment? Et il y a certains parents qui envoient des enfants, on ne sait pas les chasser, bien qu'ils n'ont pas payé. Ils arrivent, Madame Ounia, vous nous avez sensibilisé à l'école, voilà, face à telle situation. Mais je ne chasse pas. Ah, vous recevez aussi des cas comme ça, on appelle l'hôpital pour dire que non, il y a tel enfant qui est malade. Oui, on emmène directement, on n'appelle même pas. Tu arrives là, on t'emmène un enfant et tout, ben, dans un état, et qu'est-ce que tu vas faire? En tout cas, ça c'est du jamais vu. Hein. Pour moi, je n'ai jamais vu ça. Nous sommes des médecins, nous avons prêté serment. Ok, alors, serment d'Hippocrate. Oui, le serment mais d'Hippocrate. Que vous ne respectez peut-être pas. Qui vous dit ça, madame? C'est la réalité que nous vivons, Madame Ounia. On ne me dit pas, parce que je suis quinoise. Ah bon? Oui. Ouais, moi, j'ai pas cette information-là. Vous ne respectez pas nos manies, nos santé. Quand il s'agit de réclamer nos droits, oui. Quand il s'agit de réclamer notre prime des risques, c'est notre droit. Alors, le gouvernement a ses devoirs-là de vous soutenir. De nous soutenir et puis de nous accompagner. Mais vous êtes de médecin, vous devez avoir un cœur passionné, d'abord soigner, d'abord, c'est ce que vous jurez, non? D'abord soigner, nous avons donné nos vies pour soigner, pour que vous soyez en bonne santé. C'est pas ce que vous faites souvent. On les fait. Ah bon? On les fait, donc vous faites l'exception des Allez enfants. circuler dans les hôpitaux, vous verrez que les médecins sont tous les jours en train de travailler, mais à l'exception, quand il s'agit de réclamer nos droits, quand même. Nous sommes parents, on ne va pas se voiler les faces. Okay. Tu vas aller travailler, à la fin du mois, tu rentres main vide. Tu vas te marier quel jour? Quand est-ce que tu vas quitter la maison de tes parents? Mais il faut d'abord passionné. Si on est passionné, on ne refuse pas. Oui. On est passionné. Mais je vous ai posé mon problème aussi. Quand est-ce qu'on va se marier? On a des enfants, on va payer les Minerval avec quoi? Mais Dieu est là, Dieu va vous bénir. C'est ça, Madame Ounia. Alors, quelles sont les activités que vous avez déjà lancées sur terrain? Bon, en dehors de la rentrée scolaire en bonne santé, nous travaillons aussi sur l'autonomisation de la femme et tout. Okay. Nous avons lancé ça aussi à Kalamo depuis 2018. Nous finançons les mamans qui sont dans des petits commerces. Okay. Je crois la semaine prochaine, le 6, nous aurons une grande activité avec les mamans. Après 3 mois de formation sur le leadership et l'entrepreneuriat féminin. Et voilà, nous allons mettre en application notre 3e édition de l'autonomisation de la femme et tout. Ah, vous êtes partout là. Vous soutenez les enfants, vous soutenez les mamans, c'est ça aussi? Oui, parce que ce sont les mamans qui font toutes les tâches. Il faut soutenir les mamans pour que les mamans à leur tour s'occupent bien de leurs enfants. Ok. Avec votre propre fonds, c'est ça? Avec notre propre fonds. Ok. Donc, vous allez les aider dans des petits commerces pour qu'ils puissent évoluer. Et puis, en retour, ils vont rembourser quelque chose ou bien c'est 50%. 50%, oui. On les forme et tout sur l'importance de l'entrepreneuriat et de l'épargne. Mais parce que le problème, c'est quoi? C'est la formation. Est-ce que cette formation produit quand même des résultats escomptés? Parce que j'ai vu des femmes recevoir de l'argent, des individus, des particuliers, de banques peut-être, et par la suite, ils se disent, bon, je n'ai rien fait avec cet argent-là. Non, on vous dit que c'est notre 3e édition. Okay. Si on avait constaté que les mamans n'avançaient pas, on allait laisser tomber. Ah bon, vous avez quand même des témoignages de femmes qui ont émergé avec cet argent-là? Oui, 3e édition. Madame Ounia. Je vais vous inviter le 6, vous verrez. On viendra, on sera là sans problème, en tout cas. Anissé, là, on viendra, on va filmer sur le terrain pour voir ces femmes qui ont émergé là.
qui vont témoigner. Ok. Et qui était rien en tout cas. Vous avez quel genre de formation vous leur donnez là? Bon, la formation qui est importante, c'est d'abord l'entrepreneuriat et l'épargne. Parce qu'on organise les ateliers d'échange. Chaque femme nous dit qu'est-ce qu'elle fait dans la vie et tout, comment ça se passe. C'est à partir de ces formations-là, on sait noter qu'à telle maman vend du pain, on essaie de voir comment est-ce qu'elle a évolué et tout. On leur pose des questions. Si de temps en temps, elles épargnent quelque chose. Il y a certains qui répondent non, on n'épargne pas. Donc, on essaie un peu d'élever ces équivoques-là, afin de conscientiser les mamans sur l'importance de cette épargne-là. Parce que épargner, il faut aussi avoir un niveau d'études. La plupart de ces mamans, oui, bien sûr, pour compter l'argent, il faut au moins étudier, apprendre, même quelque chose. L'instruction des bases, c'est ça, hein, permettez-moi de le dire. Mais non, ces femmes, moi je me dis, une femme qui n'a pas étudié, une femme qui ne connaît rien, une femme qui, je ne sais pas, qui vient peut-être de province un peu reculée, elle ne connaît rien, vous dites il faut épargner, tu vois maman, ça c'est 1000 francs, il faut faire ceci. Mais est-ce que vous arrivez aussi au niveau de faire l'alphabétisation, d'apprendre ces femmes-là au moins le premier pas de la vie? Bon, nous n'avons pas encore connu ces cas-là. Si ça arrive, on le fera. Ok, mais c'est dans vos projets quand même? Oui, c'est dans nos projets aussi. Ok, parce que les femmes ont beaucoup de choses vraiment à apprendre, c'est ça. Comme qui dirait, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Si la femme élève aujourd'hui la tête, la nation sera aussi élevée. C'est ce que j'ai dit. Oui. Voilà pourquoi nous accompagnons les mamans. Parce que nous savons que les mamans sont capables de faire avancer les choses. Ok. À part l'autonomisation de la femme, vous avez un autre projet sur terrain que vous annoncez? Un autre projet, oui, il y en a toujours. Hein. Il y en a d'ailleurs, il y a des milliers de projets et tout que nous avons et tout. Nous avons des jeunes aussi. Donc là, on se focalise plus sur les mamans et on verra avec le temps si on a des moyens, si Dieu nous prête encore vie. Oui. Nous allons continuer ce que nous avons. Mais vous ne soutenez pas les papas? Vous êtes toujours pour la parité, Madame Onia. Pour ne pas dire que vous êtes activiste des droits des femmes. On vous entend parler, je sens que vous avez un fardeau pour la femme, pour les enfants. Par rapport à la situation qui se passe actuellement dans notre pays, il y a par-ci par-là grève des enseignants, il y a des enfants qui n'étudient pas, qui restent à la maison. Est-ce que vous avez un mot à dire, à placer en tant que maman, en tant que mère, parce que vous êtes une femme, une mère, c'est ça? Oui, en tant que mère, bon, il y a certaines écoles où les enfants n'étudient pas. Parce qu'en ces moments, c'est la rentrée scolaire, la place des enfants, c'est à l'école. Parce qu'à l'école, les enfants apprennent à devenir des futurs cadres, à devenir grands et tout demain. Nous suivons les informations, nous voyons tout ce qui se passe. Il y a des réclamations par-ci, par-là. Et nous croyons que le chef de l'État, en tant que papa, père de la nation, trouvera une solution face à tout ce qui se passe. Sinon, ça fait très mal que les enfants restent à la maison, là. Ça fait très mal. Et ils sont partis jusqu'à l'Assemblée nationale. Oui. Ça fait très mal quand un enfant pleure. Hein? Personne ne peut résister aux larmes des enfants, c'est ça le problème. Ok. Madame, on va parler de la parité, puisque vous êtes une femme activiste. À quel niveau la parité évolue ici en RDC? À quel niveau? Oui, à quel pourcentage? Parce que vous aimez les pourcentages. Les pourcentages et tout, parce que quand vous dites niveau, je reste un peu perdue. Trop bas. Oui. Bien, nous avons suivi, nous suivons avec le temps maintenant, nous avons déjà atteint 27%. Oui. Mais parce que les femmes revendiquaient 30%, 27%, bon, si on arrive au niveau des 30%, on peut se reposer. Internationales. Oui, la femme a droit à 30% sur le poste de représentation. Mais là, nous sommes en train... Elles veulent 50%. Ah, nous sommes arrivés au niveau... Oui. Ce n'est plus 30, c'est maintenant... Quand vous parlez de parité, c'est 50-50. Vous vous arrêtez à 30 parce que c'est selon les textes. La femme a droit à 30%. Mais la femme veut plus. Elle veut arriver à 50%. Oui, en fait, il faut lever cet équivoque. Parité, égalité, émancipation, c'est quoi? Parce que peut-être il y a une femme qui nous suit là, elle dit, bon, moi je comprends rien. Quand on dit que parité, égalité, c'est que la femme est devenue comme l'homme, c'est ça? Non, mais les femmes prennent ces concepts-là comme étant parité, veut dire
moi, je dois ressembler à l'homme. Non, c'est pas ça. Non, on ne peut pas ressembler à un homme. Oui, des fois, l'homme prépare, toi, si tu t'allonges là et puis tu regardes la télé. Ah, ça peut arriver, il y a des exceptions, oui. Mais l'homme ne va pas commencer à préparer tous les jours. L'homme est venu t'épouser alors. Toi, tu veux que cet homme-là passe son temps dans la cuisine. Non, madame, ça dépend des cultures. J'ai dit, il y a des exceptions, oui, madame. Oui. Ça existe. Parce que moi aussi, mon mari, de temps en temps, quand l'occasion se présente, il me dit, repose-toi. Je vais faire les œufs pour toi. Ah, bravo. Ok. Il va dire que la femme veut devenir homme. Là. Donc, la parité est tout à fait autre. C'est-à-dire, la parité, ce n'est pas l'égalité. Ce n'est pas l'égalité. Parité, non. Donc, c'est que la femme veut quoi alors? La femme réclame ses pourcentages de représentativité parce qu'elle estime que elle part à l'école, l'homme part à l'école. Qu'on doit lui donner la chance d'exercer le même métier qu'un homme peut faire. Ce qui est normal. Donc, c'est sur base de ça que la femme est en train de réclamer. Qu'on lui donne la possibilité de faire le même job qu'un homme peut faire. Mais il y a aussi un aspect compétence, c'est ça. Faut pas mettre une femme parce que seulement elle revendique ses droits, mais il faut aussi mettre une femme compétente, c'est pas ça. Mais je vous ai dit, madame, nous partons tous à l'école, non, à l'université. Si moi j'ai un mais CV. partir à l'école ne veut rien dire. Mais il y a des femmes qui... il y a un premier de la classe, un dernier de la classe. Oui, bien sûr, mais il y a aussi des femmes premières de la classe, non? Vous avez étudié? Oui. Moi, j'étais toujours première de ma classe. Il y a des femmes qui ont distingué. Alors, des femmes qui ont distingué, nous les voyons même ici dans notre pays. Il y a des femmes vraiment qui se sont démarquées. Quand vous regardez, vous vous dites, mais cette femme, c'est une femme ou c'est un homme? Il y a des femmes qui se sont démarquées. Pourquoi sous-estimer la femme? Qu'on lui donne cette chance-là, et on verra les restes. Mais les problèmes que quand la femme est élevée à ces postes-là, souvent, ces femmes-là déçoivent toujours, c'est ça? Ce n'est pas toutes les femmes qui déçoivent. Même les hommes aussi déçoivent. Même les hommes aussi déçoivent. La majorité des personnes qui nous représentent, ce sont les femmes ou les hommes? Des hommes. Alors. Mais quelle différence y a-t-il quand une femme dirige et un homme? Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence, mais à l'exception est que la femme travaille avec son cœur. L'homme, des fois, ce sont des calculs, hein, beaucoup de calculs. Je suis en train de calculer ici et tout. Mais la femme, elle regarde d'abord, la priorité, c'est quoi? Qu'est-ce que je dois faire pour soulager les personnes qui m'entourent? C'est ça la femme. Pour ne pas dire que je suis pour les femmes, mesdames, messieurs, il y a une dame qui m'a dit, Madame Olia, laisse-moi te faire rien, m'a dit, est-ce que quand on parle de l'IGF là, est-ce que tu as déjà vu des tournements, il y a une femme, il y a toujours des hommes, il y a toujours des hommes. La femme ne vole pas, c'est ça, contredisez-moi, elle ne vole pas. C'est un exemple. La femme a peur de voler, elle a peur, elle dit que non, je ne peux pas faire ça au nom de mes enfants, de mon mari, de ma famille, je ne peux pas suivre ma personnalité. Bon, il y a des exceptions, il y a aussi des femmes qui volent, hein. Elles ne sont pas nombreuses. Il y a des exceptions. Ce sont des femmes vraiment compliquées. Hein. Là, sur la liste des femmes, son nom n'est pas écrit. C'est un peu compliqué. Mais quand même, il y a évolution. Il y a quand même évolution. Il y a maintenant des femmes... il y a des femmes comme gouverneur de la Banque centrale. Ouais, il y a plusieurs femmes dans les ministères. Est-ce que vous avez un conseil à donner à toutes ces femmes? Parce que ce sont des femmes en or, des femmes modèles, des femmes qui se démarquent dans la société. Vous avez un petit conseil? Parce qu'on ne veut pas aujourd'hui apprendre encore que non, il y avait deux femmes qui ont dirigé ces pays et aujourd'hui, où en sommes-nous? Les femmes qui sont dans les postes de représentativité. Oui, un conseil quand même. Oui, nous nous sommes battus pour avoir 30%. Nous sommes à 27%. On nous a donné la chance de démontrer de quoi on est capable. Allez-y les mamans. Faites le travail pour nous aider aussi, nous les jeunes, dans les prochains gouvernements ou au prochain mandat du président de la République qui sera là. C'est dira, bon, il y a des femmes qui ont démarqué. Qu'on essaie aussi avec les femmes. Il y a une femme qui m'a dit, en tout cas, prochainement, on aura peut-être une femme à la tête. Oui, le président de la République l'a dit, c'est son souhait d'avoir une femme à la tête de la République. Au moins une femme qui va oser. Eh bien, on va oser parce qu'on le fait déjà. Une femme qui va oser et qui sera aussi soutenue par les autres femmes. Les femmes avec les femmes, la femme n'aime pas la femme. Ah bon? Vous soutenez cette thèse-là? Oui, le premier combat de la femme, c'est la femme. Ah bon? Et pourquoi? Parce qu'il y a des femmes qui soutiennent celle-là, elle va devenir présidente et moi je serai là et tout. Ben voilà. Ben, c'est une femme comme moi, qu'est-ce qu'elle va me dire? Ce sont des choses qu'on dit souvent dans la rue, quand même, on l'entend. Ouais. Le premier combat de la femme, c'est la femme. C'est la femme, vous confirmez cela? Oui, je le
donné, il y avait la femme, il y avait Madame Marie Ifoku qui avait postulé et ce sont des femmes qui l'ont combattu. Moi, je me suis dit, mais pourquoi pas saisir cette occasion-là, soutenir une femme au moins pour dire que non, il y a quand même la parité à sa place. Mais ils n'ont pas voté, Marie Ifoku. Vous êtes sûr? Oui, c'est ça, on a vu quand même le résultat. Il faut faire... il faut essayer un peu de voir comment est-ce qu'elle avait battu sa campagne. Mais non, battre sa campagne ou pas, puisque nous soutenons la parité, puisque nous voulons que la femme soit élevée à un niveau là, élevée. Il faut seulement la soutenir, fermer les yeux, c'est ça. Vous avez eu le temps de lire son projet de société aussi? Mais non, on n'a pas besoin de ces projets parce que nous réclamons la parité. Non, on réclame la parité, oui. Mais qui doit être à la tête du pays? Un modèle. Un modèle. Elle va se forger. Il y a toujours, on devient toujours. On se forme chaque jour. Elle doit venir avec son projet de société qu'elle va nous présenter. On va la soutenir, on soutient. Prochainement, pour qu'il y ait une femme... On choisit quelqu'un sur oui. base de projet de société, madame. Okay. Moi, je me réveille un bon matin parce que je suis femme, je réclame la parité et tout. Je me dis, ben, je viens me présenter, je n'ai pas un projet de société, je n'ai pas de vision. Qui va me voter? Quand tu vas arriver là-bas, qu'est-ce que tu vas faire? C'est en ces moments-là que tu vas commencer à demander aux gens, écrivez pour moi, la santé, on va faire quoi? C'est quoi les problèmes? C'est ça, on dirait des conseillers là. Conseillers en charge de ces conseillers. Et puis, vous apprenez, c'est tout. Oui, quand tu viens, tu es déjà bien organisé, bien blindé. Hein? Bien blindé. Voilà, merci Madame Onia en tout cas. Donc, il faut mettre une femme qu'il faut à la place qu'il faut. Exactement, tenant compte de son CV bien sûr et de sa vision. De son parcours. De son parcours. Oui, quand on parle de femme, est-ce que c'est une femme modèle? Est-ce qu'elle est digne? Est-ce que trop de questions? Est-ce qu'elle sera capable? Mais pourquoi on ne pose pas ces questions-là quand il s'agit d'un homme? C'est ça le problème. Alors, Madame Onia Keteku, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions. Vous allez donner un message, pour ne pas dire un mot de la fin, un message à toutes ces personnes qui vous suivent, puisque vous êtes une femme battante, une femme en or, une femme qui se démarque dans la société. Vous êtes en même temps une femme politicienne, vous êtes médecin, vous êtes entrepreneur, donc vous avez le souci de la population, vous aimez les Congos, vous êtes patriote, vous aimez votre nation. Alors vous allez donner un message fort qui permettra à toutes ces femmes qui vous suivent pour se dire qu'un jour, moi aussi, je vais devenir un jour comme Madame Onia. Oui, Madame Nacha, merci. Pour conclure, je vais essayer un peu. J'étais dans une conférence aujourd'hui. Il y a un monsieur qui devait intervenir au même moment que moi, qui avait introduit son intervention par une phrase en disant « Les changements nécessitent une abnégation, des sacrifices pour atteindre les objectifs. » Et j'ai aimé cette phrase-là. Et je m'étais dit, si j'arrive à l'émission de Madame Nacha, le mot de la fin, c'est ça. Les changements nécessitent de la volonté et tout. Okay. Donc, il faut qu'on ait la volonté. Il faut qu'il y ait la volonté. Et les sacrifices. Et les sacrifices. Donc, il faut se sacrifier. Il faut se sacrifier. Pour tout. Pour tout. Merci beaucoup, femme sage. Je vous aime par rapport à tout ce que vous donnez comme parabole. Vous avez des paroles de sagesse. Vous avez oublié, une fois m'a dit, quand l'homme part à la maison pour dire que non, je vais aller réfléchir parce que la nuit porte conseil. En soi, ce n'est pas la nuit, c'est la femme qui va donner des conseils. Ce n'est pas la nuit, c'est le conseil de la femme. C'est le conseil de la femme. Merci beaucoup, Madame Onia, d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci beaucoup, Les portes de Femmes en Or vous sont toujours ouvertes à tout moment que vous avez besoin de nous. Merci beaucoup. Ok. Merci, c'est le reflet de tout un peuple. Nous sommes là pour vous servir. Merci beaucoup, Anissé. Merci, Amos, pour le travail des titans abattus. Madame, Monsieur, c'est votre magazine Femmes en Or. Nous sommes là pour vous recevoir. Nous recevons toutes les femmes, sans discrimination, sans exception. Femmes politiques, femmes maraîchères, des femmes entrepreneurs. Nous recevons toutes les femmes. C'est une émission, c'est une occasion que Canal Studio Satellitaire vous a donné pour vous exprimer à bas la discrimination. Oh non, la femme est étouffée. Non, vous avez votre vision. Contactez-nous. Nous sommes là pour vous servir. Merci beaucoup de nous avoir suivis. C'est votre magazine. On va se retrouver prochainement pour un autre numéro. À très bientôt. Bye bye.